Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Justine Villegrain. Comment vas-tu, Justine? Ça va très bien, merci Jean de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir. Alors, Justine, tu as un CV un peu long comme le bras. On sait que tu fais vraiment beaucoup de choses dans l'écosystème. Donc, tu es cofondatrice de Brewhouse, ce qui est vraiment un gros projet, cofondatrice de NFT Factory, cofondatrice de New Society, et tu es aussi tout simplement fondatrice de Certified Dyslexic. On parlera de tous ces projets-là au fur et à mesure durant la conversation. Première question que je me pose, c'est comment tu en es venu à faire tous ces projets? Je sais pas trop comment, enfin, j'en suis venue au fur et à mesure de ma vie, en sachant que j'ai L'évolution. 28 ans, donc ouais, l'évolution. Brewhouse, c'était le premier projet, donc on a cofondé en 2018. En 2017, on a commencé à en discuter. Moi, j'étais encore étudiante à l'université à New York. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai recroisé en fait mon associé dans le métro. Et donc, c'est parti un peu d'une idée. Pour moi, c'était un peu un projet comme ça que je faisais à côté de l'école. Et puis après, du jour au lendemain, c'est devenu une entreprise. Du jour au lendemain, c'est devenu mon full-time job. Et aujourd'hui, bah, c'est mon petit bébé que je fais grandir dans ce monde. Euh, Wow. et bah, après, voilà, les autres projets, New Society, NFT Factory, c'est venu avec Brewhouse au fur et à mesure des années en parlant avec des gens, en rencontrant des gens qui ont voulu qu'on collabore sur ces projets-là. Et Certified Dyslexic, bah, c'est venu à travers l'entrepreneuriat le fait que bah, voilà, s'il n'y avait pas de solution à mon problème. Voilà, j'ai trouvé une solution à un problème que j'avais dans la vie de tous les jours que j'ai mis du coup en avant. Ok, donc chaque fondation dépend d'une partie de ta vie et des opportunités que tu as eues et que tu as eu saisir. Félicitations à toi, c'est super intéressant de t'écouter. Est-ce que donc du coup ton premier projet donc c'est Brewhouse, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'essence de Brewhouse, quel est son objectif, qu'est-ce que vous faites au sein de cette compagnie? Ouais, alors donc Brewhouse, on a un studio de création spécialisé dans l'art numérique. La fondation, depuis le début, c'était vraiment de mettre en avant les artistes numériques à travers le monde, en fait les sortir un peu de Internet et de pouvoir les afficher un peu partout dans le monde et aussi de changer en fait la manière dont on fait de la publicité. Donc vraiment en fait d'avoir de la publicité qui soit un peu plus expérimentale, qui sort de la publicité traditionnelle. Donc c'est comme ça que l'idéologie du studio est venue. Donc depuis 2018, on met en avant sur notre compte Instagram des artistes numériques pour éduquer en fait les gens sur l'art numérique, sur les différents médiums qui existent, et après de travailler avec ces artistes sur des collaborations avec des marques ou des projets d'installation. Donc l'idée, voilà, était vraiment de faire des expositions et de bousculer en fait un peu le monde de la pub avec une nouvelle manière de faire de la pub qui comprend un peu plus aussi d'art. Ok, bon, quand on parle d'art, on en parlait juste avant, mais ton site internet est magnifique. J'invite tout le monde à aller voir le site internet de Justine. Il est juste magnifique. On vous met le lien juste en bas et on vous mettra bien sûr le lien en description. Il est magnifique. Vraiment, on en prend plein les yeux, plein de couleurs. Ça bouge dans tous les sens. C'est magnifique. Et donc, du coup, toi, ta spécialité, c'est vraiment de développer cet art numérique actuellement qui est en train de se faire. Comment ça se passe pour développer cette partie-là? Parce que bon, l'art, en général, pour beaucoup de gens, il est physique. On va dire que dans les dernières années et les dernières décennies, c'était physique. Et toi, ton objectif, c'est de le développer justement en numérique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on jongle d'un univers à l'autre et comment les gens qui sont peut-être que dans la partie physique commencent à comprendre que l'art numérique existe également et qu'il y a bien sûr beaucoup de valeur à apporter? Alors, l'art numérique, ça existe depuis des années, enfin, depuis très Ouais. longtemps. Il y a beaucoup d'art numérique qui sont tangibles. Nous, on travaille aussi avec de l'art numérique qui est tangible, mais l'idée était vraiment en fait on voyait en fait des artistes qui faisaient des animations, de différents médiums qui utilisaient donc des ordinateurs et qui se voyaient pas comme des artistes. Donc c'est là où nous on a voulu en fait un peu leur faire comprendre que c'était des artistes aussi. Et donc en les mettant en avant d'une manière plus artistique et les présentant comme des artistes, en parlant d'eux comme des artistes. Aujourd'hui, la différence, enfin, il n'y a pas vraiment de différence, c'est des artistes, il n'y a pas la question de qu'est-ce que l'art peut être demandé et flagrante à tout le monde.
Mais aujourd'hui, voilà, nous, c'est d'essayer de travailler avec des artistes numériques pour valoriser soit un produit, soit une sensation avec des installations. Euh, je sais pas trop si je réponds trop à la question Bah si, correctement. totalement, totalement. Et tu as la Euh, possibilité aussi d'avoir cette immersion aussi, qui est peut-être pas le cas dans le monde réel. L'avantage on va dire de la partie numérique, c'est que peu importe dans quel pays tu te trouves, tu peux aller visiter ce genre de produit ou tu peux au moins le voir. Et ouais, c'est ça, c'est l'avantage. exactement. Bah, un des gros sujets, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut regarder de l'art numérique avec l'accès à Internet. Aujourd'hui aussi, grâce à la technologie de la blockchain, beaucoup de gens peuvent acquérir des œuvres numériques. Et donc, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui avec tout le monde du Web3 et la communauté du Web3, c'est vraiment le fait que aujourd'hui, un jeune peut commencer à collectionner de l'art numérique parce qu'il y a pas, il y a des œuvres qui sont à bas coût. Donc, ça éduque aussi les gens sur leur première collection. Donc, sur voilà, être des collectionneurs, revendre, voir comment le marché évolue d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que vraiment, c'est accessible auprès de tous et visible. Et après, voilà, nous, l'idée aussi, c'est de les mettre dans la rue, dans des installations qui sont accessibles à tout le monde, que ça soit sur des, des, des immeubles comme avec VP, P7, ou là aujourd'hui on a fait, ce mois-ci on a une œuvre d'un de nos artistes, Kind, qui est sur Times Square. Donc c'est vraiment, voilà, les gens peuvent Waouh. passer, explorer en fait des œuvres sans payer pour entrer dans un musée. C'est incroyable parce qu'effectivement, on voit que tu as une vision derrière ça, c'est d'ouvrir l'art à tous. Parce qu'on sait que souvent, le monde de l'art, c'est dans les musées, c'est dans certaines galeries, et puis les gens n'ont pas forcément pas forcément envie de visiter ça. Les jeunes générations ont plus tendance à passer du temps sur le téléphone que du temps dans les musées. On connaît cette génération. Et quand ils passent devant un musée, la première chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est d'ouvrir et d'aller visiter un musée. Et donc, grâce à ce que tu mets ça de manière publique, tu ouvres de manière numérique et tu donnes la possibilité à la jeune génération de s'intéresser à l'art numérique et de pouvoir aussi en acheter grâce aux NFT, grâce aux collections que vous allez pouvoir proposer et tout. C'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment t'es venu l'idée de dire, bon, bah voilà, maintenant on va se jeter dans l'art numérique? Est-ce que toi, tu es arrivé par ce secteur un peu Web3 blockchain parce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as commencé par les cryptos? Est-ce que tu étais à la base dans le monde de l'art et tu t'es dit, ah bon, il faut que je trouve une nouveauté pour apporter de la valeur au monde de l'art? Comment t'es venue cette idée? Parce que ça sort pas de nulle part, j'imagine. Alors moi, j'ai été baignée dans le monde de l'art traditionnel depuis un jeune âge, parce que mes parents travaillent, enfin ma mère travaille dans le monde de l'art et mes parents sont Ok. collectionneurs d'art. Et petite, bah, je suis hyper active et dyslexique, ce qui fait que j'ai un peu un côté artistique. Donc je faisais aussi pas mal de choses artistiques en étant jeune. J'ai fait de la photo et de la vidéo, donc je me suis rapidement penchée en fait dans le côté un peu plus digital. Et ensuite, j'ai fait tous mes stages en publicité. J'ai fait le stage de la cinquième, je crois, dans une boîte de pub. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de la pub, mais j'ai un peu envie de faire de la pub différemment. Différente. Ok. J'aime pas trop rentrer dans les cases, voilà. Et à l'université, j'ai étudié la conception et le projection mapping. Donc déjà aussi là-dessus et dans la conception, voilà, c'était tout le temps avec des projets qui avaient un impact de comment en fait on peut utiliser. Donc j'ai basé ma thèse de comment est-ce qu'on peut utiliser l'art numérique et dans la publicité aussi pour faire réfléchir un peu les gens à des sujets que ça soit sociaux, que ça soit écologique, juste visuellement sur une installation artistique. Et donc, j'étais déjà un peu baignée là-dedans et je suis très fascinée par la tech. J'adore tout ce qui est robot. Et la blockchain, c'est venu après. C'est venu en 2019, donc pas si tôt que ça. En 2019, on a participé à une foire d'art numérique où on a présenté donc, des œuvres. Et c'est à ce moment-là où on s'est fait introduire à la blockchain. Et de là, on a beaucoup étudié le sujet. Moi, aujourd'hui, je fais de la conception aussi un peu plus spécialisée dans l'utilisation de la blockchain pour un impact positif, donc pas que pour le déploiement d'une collection d'NFT pour une marque, mais vraiment comment est-ce qu'on peut implémenter la blockchain sur des parties, que ça soit sociales ou écologiques,
voilà, ou redonner en fait aussi à l'utilisateur sa propriété. Donc ça, c'est venu un peu plus tard, en vraiment me posant et en étant émergée sur plein de recherches. Donc j'aime bien faire ça, j'aime bien me poser pendant 10 jours et juste faire, enfin, une semaine, 10 jours et faire des recherches sur des sujets et avoir plein de papiers OK. partout et ouais, et regarder un peu ce qui se passe, quoi. Ouais, tu te mets à la maison, tu mets plein de maps, des post-it partout, des Voilà. notes et après tu essaies de refaire, Ouais, un ouais, chemin dans ce labyrinthe, c'est ça? voilà. J'ai un Ah, Notion avec tous félicitations. les liens, tous les trucs, 50 milliards de tabs ouvertes. Ah, trop bien, trop bien. Bah, félicitations. Bon, en tout cas, on voit que ça marche. On voit que ça marche. C'est une façon de travailler et on voit que ça marche et que tu sors de jolies choses. Aujourd'hui, tu as 28 ans, tu le disais au début du podcast. Tu es quand même ultra jeune pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu te rends compte que c'est quand même pas facile, que tu es dans un écosystème qui grandit super vite? Et est-ce que tu arrives justement à faire le pont entre la vie perso, la vie pro? Parce que bah, quand on a une grosse activité pro, bah, tendance, enfin, parfois on n'a pas forcément la capacité de trouver l'équilibre avec le perso. Est-ce que tu arrives à jongler entre tout ça ou c'est difficile? Bah, écoute, alors, j'ai déménagé récemment à Ok. Athènes, en Grèce, pour justement prendre plus de temps Waouh, perso pour moi. bravo. Bah, en étant à New York, on vit dans une ville qui est très active et qui est plein d'énergie de partout. Donc moi, ça me correspondait très bien parce que bah, en étant hyper active, j'ai besoin d'être stimulée par des gens qui sont très occupés autour de moi. Et après, bah, j'étais à Paris et à Paris aussi, bah, j'avais beaucoup de vie sociale parce que c'est là d'où je viens. Donc j'avais tous mes amis de l'époque, la famille. Donc c'était toujours très. Enfin, mes journées étaient très remplies de 7 heures à 23 heures tous les jours. J'étais très Ouais. occupée et donc je me suis dit ouais, qu'il serait peut-être temps que je me calme un petit peu, que je prenne un peu plus de temps pour moi, mais aussi du temps à réfléchir à faire autre chose. Pas... Mais voilà, j'ai plus envie de développer des projets à impact qui font du sens et des projets qui sont pas juste faits en 2 mois, mais qui sont vraiment développés à, à long terme et de sortir des choses qui sont utiles en fait à la vie de tout le monde de tous les jours, quoi. OK, donc tu t'es expatrié pour prendre l'air et puis pouvoir, peut-être te retrouver avec toi-même et en même temps pouvoir être encore plus performante et plus active dans ton travail et ça, c'est bien de pouvoir savoir faire Exactement. l'équilibre. Justement, pas tout le monde est J'apprends, capable de le j'apprends. faire donc bah, on apprend J'apprends pour tous, le hein, tous moment, les je jours. suis ouais, Bravo. Donc là, tu es à Athènes actuellement, j'imagine que tu as le beau ouais, temps, ça doit être beaucoup mieux que la vie parisienne. ouais, ouais, il fait beau là. C'est sûrement pour ça que tu as le sourire aussi, parce que quand on est à Paris, on a rarement le sourire, parce qu'il fait jamais beau et les gens ils sont jamais contents. Donc, bah, félicitations à toi. Comment tu fais pour trouver des nouveaux partenaires, des nouvelles œuvres d'art? On sait que tu as fait des collaborations prestigieuses. Tu vas nous en donner deux, trois. Je crois que tu as travaillé avec Nike, avec Adidas, etc., etc. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Comment tu fais pour trouver bah, des nouveaux partenaires, pouvoir proposer des nouvelles marques, trouver des nouveaux artistes? Comment ça se passe cette partie-là? Alors le côté artiste, on les trouve sur Instagram ou via OK. des articles, enfin, sur internet, on les trouve en fonction de, en fait, c'est notre curation, donc on voit ce qui nous plaît et de là on les contacte pour les mettre en avant sur nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est constamment. Et ensuite, OK. les clients, alors il y a eu pas mal de bouche à oreille et après on a fait pas mal de prospection aussi. Donc on envoie des mails pour dire salut, on est là, on fait ça. On Donc existe. c'est un peu, ouais, on existe et on attend de voir si oui ou non il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est un peu des deux. Ouais, et parfois c'est voilà, il y a des temps morts et de moments il y a c'est boum, il y a 50 milliards de trucs. On est aussi représenté par une agence aux États-Unis qui s'appelle MA. Donc eux, on est officiel avec eux aux États-Unis, donc on a des projets aussi à travers eux qui viennent. Et aussi, bah, on représente des artistes, donc il y a des projets que les artistes ont, enfin pour qui les marques en fait veulent travailler avec eux. Mais par exemple, le premier gros projet qu'on a fait, donc la campagne du PSG avec Nike et Jordan, ça c'était ma maître de stage de la boîte de production où je travaillais en pub, à qui j'ai écrit un mail en disant je viens d'arriver à Paris, voilà ce que je fais maintenant du numérique. Et elle m'a envoyé un mail en me disant écoute, il y a ce projet, nous on va pas le faire
peut-être que ça peut t'intéresser. Mais non, incroyable. Et de là, voilà, c'était un peu fake it until you make it parce qu'on était là, ouais, ouais, on peut faire tout ça, on peut scanner Mbappé en 3D sans problème. Et on n'avait jamais fait, donc du coup, on a dû apprendre sur le tas. Mais bon, voilà, on a Génial. appris avec Mbappé et pas avec ma petite sœur, quoi. Donc c'était assez hardcore comme Gros process. challenge. Ouais, gros challenge. Ça, c'était à 4 ans maintenant. Mais aujourd'hui, voilà, on est totalement capable de faire tout ça et on a appris de nos erreurs auparavant. Et ouais, donc c'est assez bouche à oreille enfin, ouais, et pas mal aussi bah, de parler, en fait, de faire des conférences ou des Ouais. podcasts comme ici. Euh, Et puis ça, maintenant, ça tu commences à te faire connaître aussi, donc tu vas de moins en moins chercher. Il y a aussi quand même des gens qui te contactent. Justement, si on a besoin, je sais pas, de travailler avec toi, comment on fait pour te contacter? LinkedIn, par le site internet? Qu'est-ce qui est le plus pratique pour Alors te moi, je sais pas ce contacter? que tu en penses toi, mais les gens qui contactent sur LinkedIn, chaque fois, je trouve ça pas sérieux. Enfin, moi, on me contacte pour faire la prospection sur LinkedIn et je réponds pas trop. Je suis un peu là, genre, bah non, enfin, je sais pas, c'est quelque chose genre, moi, j'utilise pour trouver quelqu'un, mais ensuite, je vais faire l'effort de chercher, en fait, où est la personne. Mais sur LinkedIn, il n'y a aucun Ouais, problème. Et sinon, bah, par email, on a nos emails sur le site. C'est justine@powerhouse.com. Euh, on partagera. voilà, Mais c'est vrai que la ouais, prospection LinkedIn, c'est une bonne façon de trouver des gens, c'est une bonne façon de savoir ce qu'ils font, c'est une bonne façon de te connecter. Mais le problème de LinkedIn, c'est les premiers messages. Le souci, c'est qu'il y a tellement maintenant de gens qui utilisent des bots pour communiquer que la plupart des messages sont impersonnels, que même si toi, tu essayes de faire un message personnel en le tapant toi à la mano et pas par un bot ou une IA et tout, bah, la personne ne te lit pas parce qu'il en reçoit déjà 30 dans la journée et il n'a pas c'est envie de te ça. lire. Et du coup, bah, en fait, on va dire que l'algo, il doit être bon, mais ça flingue un petit peu la perception que les gens ont de LinkedIn, parce qu'ils se disent, OK, moi, je ne vais pas te répondre sur LinkedIn parce que c'est sûrement un robot qui m'a contacté, alors que sûrement le contact est bon et qu'il y a une synergie à faire. Et je pense que c'est ça qui doit aussi t'abîmer sur ta vision des premiers contacts via LinkedIn en te disant, bah, ouais, je vais pas passer par là, ça, je vais passer un peu pour un bot ou quelque chose comme ça. Voilà, Et, c'est ça, ouais. et t'as pas de pression de travailler avec des grosses marques comme ça? Donc tu parlais de Jordan, PSG, et cetera, enfin Mbappé, enfin c'est quand même des gros noms. Hem, tu pas de pression, tu ressens pas de stress, à Si, c'est très, bah, ah sur oui? le moment de la prod, c'est très stressant. Sur le projet enfin, de Nike, bah, déjà, on avait des équipes un peu partout. C'était un peu 24 heures sur 24 parce qu'on est aussi basé, enfin, comme on est basé entre New York, Paris et Athènes, on peut Ouais, être une entreprise qui évolue sur 24 heures, enfin, sur tous toute les la fuseaux journée. horaires. Ouais, Et en fait, voilà, il y a des choses qui sont arrivées un peu dernière minute ou aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on a appris, donc ça, c'était il y a 4 ans quand même. Mais en fait, le client n'est pas conscient que c'est de la 3D et donc en fait que c'est quand on peut modifier tout ce que le client veut, mais que ça prend pas une seconde. Et ouais, donc là, sur ce projet-là, il y avait un logo d'un sponsor. Donc c'était l'annonce de ce nouveau maillot du PSG que les gens n'ont pas trop aimé parce qu'il y avait plus la ligne au milieu. OK. Donc c'était ça, je sais pas si tu te souviens, mais voilà, c'était parce qu'il y avait pas la ligne blanche et rouge au milieu. Et un des logos des sponsors, cette année-là, avait 1 millimètre moins sur ouais, sur le maillot Le maillot? que l'année précédente. Voilà. Et sauf que nous, ils nous ont rien dit et ils nous ont dit à la dernière minute, ah merde, en fait, le logo doit être plus petit. Et nous, on était là, non, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, on vous rend pas les fichiers ce soir. Ça va prendre beaucoup de temps à être modifié parce qu'on doit changer sur le matériel, après le remettre sur l'avatar, après re-exporter. Et donc ça, c'est des choses, voilà, on apprend maintenant que, voilà, on explique énormément aux clients en avant. Mais c'est très stressant parce que, bah, en fait, ça te grille une carte. Si tu fais pas bien ton travail, soit tu vas pas retravailler avec cette marque-là, soit cette marque-là va pas te recommander à d'autres gens. Donc à chaque fois, on est un peu sur un edge de s'assurer que tout se passe bien, de respecter, voilà, la demande du client, mais aussi de respecter les demandes de nos artistes. Ouais, puis les Donc la capacités manière techniques aussi, tu as des limites forcément, donc Alors, il y a des c'est limites, mais il y a pas, enfin,
que moi j'aime promouvoir sur ces campagnes-là ou sur l'art numérique, c'est qu'il n'y a pas de limite de gravité. En fait, on est dans un monde qui est pas réel, donc je peux faire ce que je veux avec la caméra, je peux faire ce que je veux avec le matériel, je peux mettre du marbre qui est en train de tomber du ciel et enfin, donc les capacités de création sont illimitées. Et donc OK. évidemment, bah, si il y a un budget et qu'il y a du temps, on peut partir très très loin sur plein de choses différentes. Euh, mais voilà, c'est assez. Mais dans tous les cas, c'est stressant. Et je pense que toute personne qui travaille dans la production sait que c'est un métier qui est assez stressant, quoi. Après ça pousse à la discipline, c'est l'avantage parce que comme tu dis, il faut être performant tout le temps. L'avantage, c'est que tu es hyperactif, donc tu peux rebondir assez rapidement sur différents sujets et le fait d'essayer d'avoir une discipline, on est tous pareils, hein, on a une discipline et puis on doit la travailler encore tous les jours sur du long terme, mais d'essayer d'avoir une discipline pour être meilleur tous les jours, c'est vraiment bien. Faut pas prendre ça comme un stress, mais aussi il faut prendre ça comme un challenge et donc du coup, il faut essayer de faire, pareil la part des choses. Mais du coup, ça te permet d'être meilleur et puis qu'après la société te dise waouh, merci beaucoup, vous avez trop bien travaillé, c'était incroyable. Et voilà, ils vont être recommandés, c'est ton bouche à oreille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu un cas d'usage? Comment ça se passe concrètement, un ou plusieurs cas d'usage de sociétés ou de marques qui sont venus et avec qui vous avez travaillé? Comment se passe le process? Alors, sur la partie non confidentielle, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis une marque, je viens te voir? Comment ça se passe de A à Z le process jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui sorte? Alors, je vais donner deux exemples. Super. Un exemple qui est plus visuel dans le sens où c'est des campagnes avec des avatars, des vêtements 3D. Et un exemple qui est beaucoup Ok. plus artistique qu'on vient juste de finir. Donc, par exemple, on travaille pas mal avec Kenzo. Donc, Kenzo vient de nous voir Ok. avec un produit qui existe déjà, donc par exemple une chaussure, et ils nous disent voilà, on aimerait bien avoir une sorte d'animation. Le thème c'est Tokyo et le mont Fuji. Donc nous, on va d'abord donc faire un peu une sorte de mood board et des idées. Ensuite, on va présenter, enfin donc ça c'est présenté. Ensuite, le client va aller vers une direction. Donc là, c'est quand on travaille directement avec le client. Et ensuite, on va faire des sketchs donc, qui vont être en 3D mais qui vont pas être texturés pour expliquer au client un peu étape par étape ce qui va se passer dans l'animation. Et en parallèle, on modélise en fait la chaussure pour qu'elle se retrouve à l'identique que la chaussure, enfin pas forcément à l'identique, mais qu'elle se retrouve comme la chaussure. Donc ça, Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. donc en parallèle de la création de tous les steps de l'animation, on crée la chaussure en 3D. Donc ça, on le fait valider par le client. Et après, on vient en fait tout mettre ensemble. On envoie une fois au client, on a un retour, on renvoie. Donc on fait en général deux rounds de feedback. Et ensuite, on fait passer au sound design. Donc quand tout est un peu validé, en parallèle, on commence un peu le sound design. Et ensuite, voilà, on vient tout emblématir, enfin tout mettre ensemble. Et par exemple, sur la dernière, enfin, sur une des campagnes qu'on a fait pour Kenzo, donc cette idée du mont Fuji, il y avait une sorte d'explosion de la chaussure avec des pierres. Et en fait, ils ont envoyé à leur équipe de Tokyo qui ont dit, mais en fait, on ne peut pas avoir ça parce que le mont Fuji est encore en C'est éruption. sacré. Donc, non, non, il est en éruption. Donc, en plus, si vous mettez des explosions de pierres, ça va faire un problème, en fait. Et donc, du coup, ils sont revenus à nous en disant, est-ce que vous pouvez enlever le mont Fuji derrière? Donc, ça, c'est des choses qui sont accessibles, en fait, en, en 3D et en CGI parce qu'en fait, demain, tu fais un photoshoot devant le mont Fuji et on te dit il faut enlever. Bon, bien sûr, tu Photoshop, il n'y a pas de problème, mais sur une vidéo, ça demande un peu plus de temps, par exemple. Voilà, cette idée-là de ça. Et là, un autre projet qu'on a réalisé, c'est avec Infinity, la marque de voitures. Et donc ça, Ouais. c'était avec une boîte de pub
basé à Tokyo qui nous a contactés. On a présenté notre artiste Kaoru Tanaka, donc qui fait de l'art génératif. Donc pour expliquer un peu l'art génératif, c'est l'art qui est basé sur du code. Et donc là, nous, le brief était qu'il fallait qu'on crée une œuvre basée sur la puissance de la voiture. Donc en fait, basée sur les couleurs aussi de Infinity. Et ensuite, cette œuvre-là, elle allait être affichée dans 5 différents épisodes qui expliquent en fait la voiture et aussi mettre sur un sticker ce qui sera mis sur la voiture. Donc ça, l'idée est vraiment en fait de baser ton code sur différents modèles de puissance de la voiture pour créer donc une œuvre générative. Donc c'est quelque chose qui est très comment on dit, abstrait. En fait, c'est pas concret, c'est vraiment des lignes et des couleurs qui bougent. Et donc ça, c'était intéressant parce qu'après, donc, je suis allée à Tokyo avec l'artiste pour tourner les épisodes. Et donc ça, le process de travail était basé, comme c'est du code, et c'était très court comme timeline. Et le code, en fait, c'est génératif, donc on sait pas vraiment, on peut pas dire au client, voilà ce qui va sortir. Donc on doit sortir plusieurs visuels qui après, eux, doivent être adaptés au format de la voiture, par exemple. Donc ça, c'est des process qui sont un peu différents et qui font sortir en fait une vraie œuvre d'art qui représente en fait la voiture. Donc ce genre de publicité, on a fait la même chose pour Shiseido, la marque de cosmétiques, où là Ouais. sur un process beaucoup plus long, mais le code était vraiment basé sur tous les ingrédients utilisés pour cette crème. Euh, donc c'est assez poétique en fait, et ça c'est des nouveaux modèles, je trouve, de publicité où voilà, c'est une œuvre d'art qui représente ton produit via en fait l'interaction de ce code, quoi. Et donc aujourd'hui, on voit que vous pouvez faire énormément de choses, c'est assez impressionnant. Félicitations, encore une fois, bravo, c'est la folie tout ce que tu fais. Et du coup, on voit que vous avez quand même un portefeuille large de capacités, de compétences et de possibilités d'accompagnement sur un client. Quelles quelles sont les différentes options? Tu en as expliqué une petite partie au début, mais peut-être, c'est peut-être pas forcément, la totalité des choses que vous êtes en capacité de faire. Vous pouvez les accompagner sur, du coup, le développement complet d'une pub. Vous pouvez le faire donc sur des publicités de toutes les tailles, toutes les longueurs. Vous pouvez le faire aussi sur des photos. J'ai vu aussi que le logo de la marque, il bouge. Vous pouvez, j'imagine, les accompagner sur des logos. Quelles sont les différentes choses sur lesquelles vous pouvez les accompagner? Alors aujourd'hui, on a 3 pôles différents. Ouais. Donc on a le pôle avec les artistes. On compte plus de 400 artistes numériques sur notre base de données qui sont basés Wow. dans le monde entier et qu'on met en avant du coup sur notre compte Instagram. Avec ces artistes, on va faire de la curation, donc que ça soit pour nous ou que ça soit pour une entreprise qui veulent qu'on fasse une curation d'art digital, et on va aussi faire du art buying. Donc, en fait, les marques viennent nous voir en disant, je veux travailler avec un artiste, et nous, on propose en fait des artistes en fonction de la marque, mais en fonction aussi du besoin du client. Donc, que ça soit très spécifique, limité à un pays ou limité à autre chose. Ensuite, on a le studio. Donc, dans le studio, c'est là où on met des équipes ensemble pour créer du coup des campagnes. Sur les campagnes, on peut faire de l'exécution. Donc, on a des marques qui viennent nous voir en disant voilà, nous, on veut créer une campagne, on sait exactement ce qu'on veut, on veut ça. Donc, nous, on exécute. Ou alors, c'est voilà, on veut faire une campagne un peu innovative et différente. On a vu que vous faisiez ça, proposez-nous des idées. Et donc, nous, on arrive, on propose des idées, soit ils viennent directement avec leurs produits, donc qu'on aille modéliser en fait ces produits-là. Et donc, ils viennent directement voilà, avec ça. Dans le studio, on fait aussi de la conception et de la stratégie. Donc, on bosse avec des boîtes de conseil sur des idéologies de campagne, mais aussi sur plutôt blockchain, sur voilà, des strates et concepts blockchain qui peuvent être utilisés par des entreprises ou des marques. Et donc, on fait la direction artistique aussi à l'enceinte du studio. Et ensuite, du coup, il y a la représentation. Et dans le studio, on fait aussi des idées d'install qui mélangent en fait l'art numérique et la technologie, que ce soit pour des défilés de mode ou de l'événementiel, ou même juste une install artistique. Et après, du coup, on a le studio, on représente les artistes. Donc là, on accompagne les artistes avec leurs projets, avec les marques. Et vice-versa, on voit en fait, on travaille avec le client et l'artiste sur ça.
D'accord. C'est waouh, c'est impressionnant. On voit que vous avez vraiment un éventail qui est assez large et assez complet. Enfin, vraiment tout s'embrique bien. C'est super bien fait. Vraiment vraiment bravo. Là, j'ai une question. Vous êtes combien actuellement dans la société? Les personnes qui designent, donc c'est des personnes qui sont extérieures? C'est des personnes de la société? Comment ça se passe? Ouais, alors on est, donc 2 fondatrices, je dirais on est 8 par Waouh, exemple sur bravo. Notion, on est 11, mais on bosse pas mal avec des freelances, sur des projets spécifiques. Donc en fonction du projet aussi, que ça soit une campagne ou, une installation, le project management, sera différent. Et après on a des designers, in-house, on en a 2. Mais sinon on travaille, ça c'est plutôt pour notre contenu, à nous. Et sinon on travaille en fait avec des artistes, donc on fait la collaboration avec des artistes, quoi. OK. Bah, waouh, bravo, super, super bien fait. J'imagine que le carnet de commandes comme se remplit un peu tous les jours et tu dois avoir passé des projets un petit peu fous. En parlant justement de projets un petit peu fous, est-ce que tu as une petite anecdote ou un projet qu'on t'a présenté sans dire, qui ou quoi, mais sur lequel tu t'es dit: «Waouh, ça c'est vraiment un truc de fou, je pourrais pas le faire» ou «Waouh, ça c'est incroyable, mais pour l'instant on est limité en termes de technologie» ou est-ce qu'il y en a un qui sort parmi tant d'autres où tu te dis: «Waouh, celui-là, c'était vraiment fou»? Bah, il y en a un mais il n'est pas sorti, je pense pas qu'il sortira jamais, mais on s'est fait Ah, appeler par une boîte, de conseil pour une grosse marque de voitures, OK, qui voulait s'implémenter dans le Web3 et donc moi, on me dit, donc à l'époque, on avait un manager, enfin, à sein de la boîte et c'était une boîte qui nous avait contactés et on avait 24 heures pour présenter des idées et du coup, bah, moi, mon job, c'est d'avoir des idées et en fait, bah, le soir, j'ai eu une idée un peu complètement folle que j'ai commencé à mettre, à plat, sur un deck. Ensuite, mon associée, elle est revenue, elle a fait un peu la DA sur le truc et on a présenté l'idée. L'agence en question a trop kiffé, le client en question a trop kiffé, donc l'idée a été achetée. Et donc pour moi, c'était assez genre: «Waouh, OK» et après voilà, il y a eu des problèmes, issus de ça qui étaient différents, qui étaient pas de mon contrôle. Du coup, le projet n'a jamais été abouti, mais mon idée a été achetée et j'espère qu'un jour elle sera mise en avant et qu'elle sera faite. Mais voilà, donc c'était un concept un peu d'un sorte de semi, jeu vidéo, assez fun. Donc ça cool. Et là aussi, bah, un projet où c'est waouh, on présente un de nos artistes sur la Sphère à Las Vegas. Donc OK, ça, c'était, magnifique. ouais, ça, on a hâte que ça sorte, mais ça, c'était Ah, pendant il est pas l'été. encore sorti? OK, trop bien. Non, 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 non. Donc, mais ça fait, ouais, on a livré en août, quoi, le fichier. Euh, ouais, donc ça, c'est assez excitant parce que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est des formats qui sont nouveaux, et c'est assez impressionnant, je pense, de voir, le résultat, en fait, à cette échelle, quoi. Bah, c'est ce qui est il y a vraiment 2 projets qui sont différents. Il y en a un qui sur la Sphère, c'est formidable, hein, pour les gens qui connaissent pas la Sphère, regardez sur internet, c'est un bâtiment qui a coûté, 1 ou 2 milliards, quelque chose comme ça. Je me souviens Ouais, plus, mais c'est un truc magnifique, c'est un grand écran sur toute une boule, c'est juste splendide. Bah, félicitations vraiment vraiment à toi. Puis le deuxième projet, sortir quelque chose, une idée en 24 heures, mettre ça sur un deck, avoir, effectivement derrière un peu une partie directrice artistique qui vient et qui remet ça au propre. Parce que bah, forcément, à deux, on est toujours plus performant. Après, on sort ça et c'est validé par le client au bout de 24 heures. Incroyable. Bah, juste félicitations à toi. On voit la capacité de réaction que tu as et d'apprentissage pour essayer d'être toujours vraiment bah, meilleur. Et on parlait de discipline avant et je pense que ça en fait partie. Félicitations à toi. Et merci. j'espère que ça sortira l'un comme l'autre et impatient de voir ça. Voir Je ça. sais pas. Le meilleur endroit pour voir toutes les réalisations que tu as fait, c'est ton site internet, c'est la page Instagram, c'est enfin le compte Instagram. C'est quoi le meilleur endroit? Ouais, c'est le compte Instagram, il y a pas mal de contenu, tous les jours et le site internet, bah, c'est là où il y a vraiment les explications et Ouais. sinon on a des decks, en fait, qu'on envoie, où il y a tous les projets qui sont plus il y a pas tout qui est sur internet. Donc il y a des choses qui sont plus, tailored, quand on nous demande, Mmh. de présenter, quoi. Ouais, et puis il y a aussi des parties confidentielles que tu peux peut-être pas présenter tant que c'est pas Oui, tout à sorti. fait. Là, tu parlais de plein de projets que tu as déjà fait, certains au mois d'août et qui sont pas encore pas sortis, d'autres qui peut-être sortiront jamais. Donc ça montre quand même que tu fais beaucoup plus de choses que ce que les gens peuvent voir et ça c'est assez impressionnant. Et les gens qui peuvent travailler avec toi, ce sont
des sociétés, mais est-ce que ça peut être aussi des particuliers? Est-ce que typiquement, je ne sais pas, je suis un artiste, je prends vraiment un exemple basique, je peins des tableaux, est-ce qu'on peut travailler ensemble? On Compliqué, n'est hein? pas, ouais, on n'est pas trop dans le tangible. On a fait une expo là à Paris on avait 2 semaines pendant Art Basel Galerie. On a fait une expo sur les psychédéliques et la santé mentale. Là, on a invité des artistes tangibles parce qu'on voulait vraiment en fait mélanger cet aspect vraiment de galerie avec mélange d'écran, installation et œuvres tangibles. Et je sais que quand le boom du mot NFT est sorti, j'avais toutes les potes de ma mère qui travaillent dans l'art qui étaient là. Comment je mets mon artiste peintre dans NFT? J'étais là, je sais pas, enfin non, c'est pas C'est pas mon mon domaine, métier. je sais pas. Euh, mais par exemple, là, je suis allée voir une galerie d'art digital à Athènes Ouais, c'était assez marrant parce qu'elle m'ouvre, donc il y a des écrans partout et elle m'allume l'écran et là, je vois une œuvre statique et je dis: «Ah, c'est quoi?» Elle me dit: «Ça, c'est une peinture». Je dis: «Ah, donc c'est une peinture que tu as mis sur l'écran?» Et elle me dit: «Oui, on vend la peinture, mais on l'affiche sur l'écran». J'ai pas génial. trop compris le concept en fait de vendre quelque chose de tangible, mais de l'afficher sur un écran en boucle avec d'autres œuvres. Hein, donc c'était un peu voilà. Donc moi, par exemple, je ferais pas ça. Ouais, de Euh, mixer les 2. voilà. Mais après, voilà, par exemple, là, je viens de mettre un open call pour faire un projet avec des street artistes et de la réalité augmentée. Donc, c'est des trucs où voilà, je sais que dans tous les cas, je suis pas limitée en fait à ce que ça soit tangible ou non tangible, bien sûr. Mais c'est sûr qu'un peintre, je vais pas pouvoir beaucoup l'aider. Je pourrais le recommander à des gens qui pourraient l'aider, mais voilà, moi, c'est pas trop mon domaine de ça, quoi. Donc ta cible, ton avatar client principal, c'est entreprise. Est-ce que tu as d'autres secteurs d'activité entreprise, tous les styles d'entreprise, à partir du moment où ils veulent faire quelque chose qui est numérique, qui est différent de ce qu'ils voient tous les jours? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement quels sont tes avatars clients et si tu devais vendre un peu ta société, comment ça se passe? En gros, voilà, je suis une société. Comment je peux savoir qu'on peut travailler ensemble? Bah, que ça soit sur des campagnes ou de la strat en termes de développement dans le Web3, mais aussi, bah, par exemple, on a participé à la Biennale Nemo, donc ça c'est côté vraiment art numérique, et c'était notre client, c'était la Défense qui souhaitait avoir une installation à la Défense pour la Biennale. Donc voilà, nous on nous dit ça peut être une institution comme, enfin, je sais pas si c'est une institution, mais des clients comme la Défense, comme ça peut être une petite marque qui souhaite avoir sa première campagne en 3D avec lequel, bah, ouais, sur des beaucoup plus petits budgets, on va voir avec la marque pour que nous, notre créativité, elle soit beaucoup plus libre parce qu'on est du coup, bah, on a envie de plus s'amuser et de pouvoir mettre en avant quelque chose qui est plus ce que nous, on ressent et ce qu'on perçoit que d'avoir voilà, un client qui a énormément de feedback ou alors il y a pas, enfin, quand il n'y a pas de budget. Ouais, il y a un peu de tout. Ça peut être voilà, des musées, des défilés de mode, des hôtels. C'est Là, vaste. on a des installations dans un hôtel à Paris, dans le Sceau Paris. Donc, c'est pas limité. C'est limité. Je sais pas enfin, si les gens souhaitent rentrer dans un nouveau monde de l'art numérique, dans un nouvel ère, en fait, du numérique, que ça soit dans la création de contenu ou dans le déploiement d'une installation. C'est là où on est totalement présent et actif dans ces sujets-là, quoi. Ok, super, super intéressant. En tout cas, félicitations et bravo pour tout ce que tu fais, hein. J'invite vraiment tout le monde à aller voir bah, du coup, la page Instagram, le compte Instagram, le site internet qui est juste canon. Je l'ai déjà dit, mais allez le voir, il est vraiment magnifique. Euh, Quels sont, toi, de ton côté, toutes tes expériences, tes défis en tant que bah, serial entrepreneuse, multi-entrepreneuse? On peut utiliser différents termes pour expliquer ça. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui est défis, potentiellement réussites, choses que tu as apprises dans tous ces domaines d'activité qui sont variés? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager sur tes expériences
comment faire pour jongler justement d'une société à l'autre sans être perdu. Si je veux me lancer, déjà, comment je fais pour lancer la première? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui peut-être voudraient se lancer? Comment faut faire? Parce que toi, tu as réussi à le faire. Comment tu as fait ce premier pas? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ce qui est défis, réussites liés à la serial entrepreneuse que tu es? Je suis pas, enfin, je dirais que je suis pas, je suis business, mais je suis plutôt artiste que business. Ouais, Donc ça, c'est un truc déjà, nous, qui nous manque, quelqu'un qui est beaucoup plus de mentalité business. Nous, on est là pour créer, on veut faire de l'innovation et créer des choses. Donc déjà, le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est juste, en fait, moi, ça m'est un peu tombé dessus et je suis dedans et maintenant, je ferai rien au monde. Et en fait, il faut juste y aller. Et je pense que faut pas se limiter à la possibilité et la capacité qu'on a. Moi, quand j'avais 18 ans et que alors je pensais pas que j'allais créer une boîte, je pensais que j'allais bosser dans une boîte de pub. Et après, à 22, 21 ans, 22 ans, j'ai monté un projet qui maintenant est devenu mon entreprise. Et donc, c'était vraiment au fur et à mesure en fait, du temps que ça s'est évolué. Mais je l'ai fait et on est passé par des hauts et des bas. On est passé par beaucoup de gens qui se demandaient, qui se posaient des questions si ça marchait. Donc, par exemple, mes parents qui, au bout d'un moment, étaient là, bon, ça serait cool que tu te trouves un taf, en fait. J'étais là, mais je taffe tous les jours, là. Ouais, mais bon, ton truc de numérique, là, on comprend pas trop. Tes blockchain, tes machins, faut que tu trouves un taf, Justine, la crypto-monnaie, c'est pas de l'argent. Et j'étais là, genre, ouais, mais en fait, va comprends aussi, moi, ce que je fais, et avant de juger. Donc, on est passé vraiment par tellement. des hauts et des bas sur des campagnes de pub. On essaie toujours de proposer en fait de la 3D. Et les gens nous disaient, mais non, mais on veut un truc simple avec la mannequin, les vêtements, et tu nous fais pas chier, tu fais notre campagne. Donc, de là, voilà, c'était. Mais on a toujours cru en fait. Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Croire en De ses mes rêves. petits cours de business que j'ai appris à l'école, une entreprise, on sait si elle marche au bout de 3 ans. Donc, nous, on a fait un bilan au bout de 3 ans. C'est à ce moment-là on commençait à avoir des plus gros projets qui tombaient. Donc, on s'est dit, en fait, on est quelque part, c'est en train de marcher. C'est juste, ça prend plus de temps parce que c'est nouveau. Donc, bien sûr, tout ce qui est différent que la norme, ça prend plus de temps à être plus dans ce que les gens souhaitent voir. Donc ouais, je pense qu'il faut juste y aller, il faut pas baisser les bras. Il y a des moments c'est dur. Encore aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. On essaie de grandir une équipe. Donc nous, en tant que les fondateurs, on se met vraiment derrière, même financièrement parlant. Donc voilà, on a mangé beaucoup de riz pendant très longtemps pour justement voilà, essayer de faire construire quelque chose. On essaie de construire quelque chose et qu'on arrive à faire. Je pense aujourd'hui, voilà, on Bravo. a envie de s'innover, de changer. Donc on est en train de réfléchir aussi à d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant. Euh, ouais. Donc je dirais il faut y Super, aller. Voilà. super motivant, super intéressant pour je pense que pour les gens qui écoutent, parce que on voit qu'effectivement c'est pas tout le temps facile, mais on ressent que si on a de l'ambition, il faut suivre cette ambition, il faut suivre ses rêves, il faut être déterminé, il faut se dire ok, c'est pas facile, mais je vais y arriver. Alors faut pas juste se jeter dans quelque chose bêtement, faut pas forcément écouter aussi tous les gens qui n'ont pas compris ce que vous faites et qui vous disent non, ce que tu fais c'est pas bien. Peut-être que ce que tu fais c'est pas bien pour eux parce qu'ils l'ont pas compris, mais peut-être qu'au fond de toi ou au fond de vous, vous pouvez vous dire, OK, ce que je fais, je pense que vraiment ça va marcher et je crois en moi, je me donne peut-être un peu de temps. Alors, faut pas y aller bêtement, hein. Si vous forcez sur un projet pendant 10 ans et qu'au bout d'un moment, il vous rapporte rien, faut peut-être passer à autre chose. Mais voilà, en tout cas, on voit que cette dissuasion que tu as eue de ton esprit en te disant, OK, je j'écoute pas forcément les bruits qu'il y a autour, je me concentre sur moi-même, sur mes buts et ça va marcher. Donc, félicitations et bravo pour ça. Tu as pris aussi des risques et ça a payé. On dit souvent que les entrepreneurs prennent des risques. Donc, tu en as appris et ça a payé. Félicitations à toi. Est-ce que tu peux nous parler d'un autre projet qui te tient à cœur, qui est peut-être un de tes autres bébés, parce que tu parlais que celui-là était ton bébé, Certified Dyslexic. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où est venue l'idée, pourquoi t'expliquais que c'était pour pallier à un manque sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toute cette idée? Alors, donc, quand on a fondé Brewer House en 2018, du coup, j'ai été amenée à être entrepreneur. En étant entrepreneur, il faut envoyer des emails, il faut que les gens soient au courant qu'on est là.
Et Ouais. donc je me suis retrouvée en fait assez, j'étais pas du tout autonome. Je devais tout le temps faire corriger mes emails, faire corriger mes présentations. Donc déjà, c'était à base de ma sœur, mon meilleur pote, mes potes. Est-ce que vous êtes dispo pour corriger mon mail, machin? Est-ce que tu peux corriger ma présentation? Donc j'ai la chance d'être très bien entourée de gens qui comprennent. Trop bien. Mais mon associée Patricia, du coup, ça commence à être un peu pesant pour elle de tout le temps devoir revenir derrière moi. Et en fait, au bout d'un moment, donc j'ai eu un parcours scolaire qui était un peu atypique. Enfin, j'étais en France, je me suis fait virer de pas mal d'écoles. Ensuite, j'étais en pension en Angleterre où je me suis fait virer de pas mal d'écoles aussi. Ah ouais, tu es un peu Et rebelle. totalement, totalement hyper active, rebelle, ouais, très Toutes les insolente, cases de voilà, toutes l'entrepreneuse. les cases, euh, comment on disait, c'était discipline et enfin comportement, travail. Enfin, j'avais tous les Ah problèmes. ouais, jackpot. Et ouais, jackpot. Mes parents étaient trop contents. Et du coup, voilà, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'en Angleterre, on acceptait totalement ma dyslexie et qu'aux États-Unis, en fait, on acceptait totalement la différence. Euh, et je me suis dit, ouais, bon, clairement, il y a un problème en France, c'est pas normal. Et donc, en étant entrepreneur, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron en disant, voilà un peu mon parcours scolaire, ce que j'ai fait. Je trouve ça pas normal que quelqu'un comme moi ait dû partir de la France pour se sentir accepté par rapport à cette différence. Et voilà, et donc je pense qu'on met pas de problème sans trouver une solution, sinon ça sert à rien. Et donc, je propose la solution d'un tampon qui montrerait cet handicap invisible, qui le montrerait visible. Et donc, voilà, je dis juste, voilà, ça serait intéressant de voir une sorte de thématique comme ça. Suite à une non-réponse, bien évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En étant un studio de design, j'ai des designers avec qui je peux créer un logo, un tampon. Et donc, on a créé le tampon, on a créé le site internet. De là, moi, je l'utilisais tous les jours. Ça m'a totalement enlevé un poids, en fait, de devoir Trop bien. d'être totalement autonome quoi, sur mes emails. Euh, et bref, et en fait, de là, voilà, c'était en étant dans un milieu créatif, il y a pas mal de gens qui sont aussi 10 ou qui sont, qui ont des handicaps invisibles. Et, euh, et ensuite, voilà, je me suis dit, bon, ça serait cool que les gens aussi, les autres, le monde, en fait, puisse apprendre sur ça pour l'utiliser. Est-ce que ça va aider des gens? Et c'est là où j'ai eu ma première interview avec Combini. Et de là, ça a fait un peu Ouais. une boule de neige de médiatisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et on a eu la chance de faire 2 campagnes avec JC Deco OK. pour, du coup, on en a fait une en 2022, 2023 et une en 2024 là, en janvier, où justement c'était un joli texte qui exprimait, qui a des fautes d'orthographe écrits différemment. Et déjà, là, le dernier, c'est avec le mot Jean. Donc, il y a des gens, voilà, il y a plusieurs manières d'écrire Jean, dont ton prénom aussi est écrit dedans. Et, Ouais, ouais. et en dessous, il y a écrit, voilà, on accepter la dyslexie pour ce qu'elle est. Ça touche 7% de la population qui, eux, en fait, écrivent et lisent différemment. Il faut l'accepter. Donc ça, c'était assez intéressant. Enfin, c'était très cool déjà d'avoir ce partenariat avec JC Deco. Et, et oui, de pouvoir continuer en fait moi, je suis très fière aujourd'hui d'être dyslexique. Je trouve que c'est très beau en fait de réfléchir différemment. Je le vois dans mon quotidien que je suis pas comme tout le monde et ma manière de fonctionner n'est pas la même. Mais voilà, je trouve que justement être différent, c'est plus beau que d'être normal et de faire partie de la norme. Et aujourd'hui, voilà, je j'essaie de mettre en avant le plus possible la positivité d'être dyslexique et d'être différent, et en aidant aussi du coup des entreprises et des jeunes entrepreneurs et des employés aussi à pouvoir s'accepter comme Comme ils ils le sont. souhaitent et comme ils sont, et surtout arrêter d'avoir des jugements parce qu'on envoie un mail avec une faute d'orthographe. Le plus important, c'est ce qu'on écrit et c'est pas comment on l'écrit. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que voilà, on change un peu la manière de faire pour éviter que les Totalement. gens voilà, qui soient différents et qui ont des capacités énormes à pouvoir faire des choses innovantes soient bloqués parce que il fait une faute d'orthographe ou un email, quoi. Et c'est fou parce que c'est très français. Tu le disais toi justement, le problème et le sentiment que tu as eu, tu l'as eu qu'en France et c'est vrai parce que
quand moi, personnellement, j'envoie des mails en France, si je fais une faute d'orthographe, parce que ça arrive à tout le monde, on a tous déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, la personne en face, elle a tendance à faire, à limite te répondre en te disant, bon, bah déjà, dès que vous saurez écrire un mail, on en reparle. C'est ce genre de choses. Et dans d'autres pays, bah, faute d'orthographe, ils en ont rien à faire, en fait. Effectivement, l'essentiel, c'est contenu, c'est pas comment ça a été rédigé, et s'il y a une faute, c'est vraiment pas grave. Et surtout qu'on peut tous faire une faute, soit de manière volontaire ou involontaire, mais on peut tous faire des fautes. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment un peu dommage parce que la mentalité en France, elle est souvent comme ça, c'est voilà, d'appuyer un peu là où il y a eu une faiblesse, une personne qui a fait une erreur, en disant bah voilà, ça c'est pas bien, c'est pas assez professionnel, etc. Bah non, mais on fait tous des fautes. Alors maintenant, en plus, il y a des IA, il y a des choses qui peuvent permettre de corriger, ce qui était beaucoup moins le cas, j'imagine, en 2018, hein, tu expliquais, donc c'est quand même il y a 6 ans, donc il y avait forcément beaucoup moins d'outils, donc c'était plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la dyslexie, comment ça se comporte, comment ça se matérialise? Est-ce que directement on sait qu'on est dyslexique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure avec le temps? Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus? Alors, la dyslexie, c'est un trouble de l'écriture et de la lecture. Alors, moi, chaque dyslexie est totalement différent. D'accord. On ne sait pas très jeune qu'on l'a, c'est à partir du CP, quand on introduit en fait la lecture et l'écriture. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit en fait on diagnostique en fait un enfant qui peut être dyslexique. Et donc moi, c'était à ce moment-là, en sachant qu'en petite section, on voulait me faire sauter une classe parce que je savais mettre un rond dans un rond et un carré dans un carré. Et donc on me pensait un peu surdouée, alors que voilà, après en quatrième, j'ai redoublé, quoi. Donc c'était et donc on s'est diagnostiqué voilà, quand il y a l'écriture et la lecture qui rentrent en jeu. Et de là, ça enchaîne en fait l'orthophoniste. Moi, je vois que j'ai un esprit beaucoup plus logique, mais bah, voilà, en fait, je confonds les lettres. Je dois relire 2-3 fois la phrase pour m'assurer que j'ai bien compris et j'écris comme je prononce. Donc en anglais, parfois, bah, ça va être des mots qui sont avec les H et les W. Et en français, bah, voilà, c'est tout ce qui est la conjugaison et tout ce qui est bah, la langue française où l'alignement des lettres ne fait pas forcément sens. Bah, on a du mal à que ça fasse sens. Euh, donc c'est un peu ça aujourd'hui pour moi la dyslexie. Et voilà, mais je pense que là, c'est plutôt, on utilise en fait aussi une autre partie de notre cerveau. On a un esprit qui est beaucoup plus trois-dimensionnel, donc on visualise beaucoup plus en 3 dimensions l'espace ou les idéologies. Comme je disais, ouais, on a un esprit plus logique, on a des bonnes idées. Et ouais, moi, je vois que les dyslexiques que je connais. Et après, il y a plusieurs. Alors moi, je suis Forme. dyslexique, mais il y a la dyspraxie, il y a la dyscalculie, la dysorthographie. Donc, Ok. ouais, il y a plein de différentes dys qui existent. C'est assez intéressant parce qu'en gros, tu t'es dit, bon, ça peut être une faiblesse. Je vais en faire une force en créant une société qui au jour d'aujourd'hui bah, aide des gens, j'imagine, tu accompagnes des gens. Comment ça se passe justement? Quelle est l'activité maintenant de ta société? C'est accompagner des gens, apprendre aux gens à se développer, apprendre aux gens peut-être à comprendre ce qu'ils ont. Quel est le rôle maintenant au jour d'aujourd'hui de cette compagnie? Alors, donc, Certified Dyslexic, bah, c'est un site, donc c'est un projet qui est powered par Brewhouse. Ouais, Et super. donc voilà, le logo, enfin, il y a plusieurs logos. Il y a des logos pour toutes les différentes dys et il y a des logos de Certified Dyslexic, enfin des tampons de Certified Dyslexic dans toutes les langues européennes. Génial. Chaque personne peut prendre sur le site le tampon et le mettre sur sa signature de mail. Et ensuite, il y a aussi des tampons qui sont physiques, donc ancrés pour les jeunes à l'école ou pour les jeunes à l'université. Donc ça, c'est en collaboration avec France Tampon qui produisent des tampons. Et après moi, bah, soit je fais des interventions et qui permettent d'aider en fait par que ce soit sur les réseaux sociaux, bah, un jeune. Enfin, je me souviens quand j'ai fait l'interview chez Combini, le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui avaient jamais entendu un discours positif sur la dyslexie et sur la valorisation et en fait le pouvoir aussi qu'on pouvait avoir. C'était assez surprenant. Il y avait plein de gens aussi qui étaient plus âgés qui me disaient mais c'est génial, maintenant j'ai moins honte en fait de dire ça. Donc c'est assez Trop bien. voilà, je pense qu'il y avait il manquait un message positif et de mise en avant de ça. Il manquait aussi des solutions.
Et voilà, après je fais des interventions dans des entreprises. Donc j'étais par exemple chez Amazon, pour Mmh. parler en fait avec leur RH, mais aussi, tout le pôle handicap, dans le headquarters au Luxembourg. Et on a fait donc c'était en physique, il y avait au moins 200 personnes qui étaient, sur le Zoom. Et à la fin de mon intervention où j'explique en fait, voilà, ce que c'est la dyslexie et comment en fait, la plus-value aussi que les dyslexiques peuvent avoir. Il y a un des employés qui a pris, la parole et qui a dit: «Voilà, moi aujourd'hui je travaille, 2 fois plus que tout le monde, enfin au moins 2-3 heures de plus par jour, pour éviter de faire des fautes, pour me relire sur mes emails alors que je parle en interne». Donc c'est ça aussi je pense sur Ah les oui, grosses entreprises, c'est de la communication qui est interne, et donc qui n'est pas en fait la représentation de l'entreprise à l'extérieur. Et donc ça, je comprends pas pourquoi en interne, on ne peut pas déjà aussi à cette petite échelle, en communication interne, être un peu plus, fluide sur ça. totalement. Et surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait des gens donc qui étaient en présentiel, qui se regardaient en disant: «Mais attends, toi aussi, tu es dyslexique?» «Bah ouais», et donc en fait, bah, ils étaient pas au courant parce que chacun se le cache. Donc en faisant des choses comme ça, voilà, ça permet De de délier un pouvoir, petit peu ouais, les choses. ouais. Mais c'est vrai que c'est bien d'en parler. Bravo, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui parlent, et toi, tu as décidé de prendre la parole pour ça, et de mettre ça en avant et comme on disait juste avant, d'en faire une force et pas non plus, voilà, juste un petit souci comme ça. Tu t'es dit: «Non, moi, j'en veux en faire une force et je vais développer ce qu'il y a pas». Tu as essayé de faire une lettre au président, tu as vu, qui était, j'imagine, président à ce moment-là, bah, tu as vu qu'il y avait pas de réponse. Tu t'es dit: «Bon, bah, OK, je vais trouver une autre solution» et comme tu l'as dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc voilà, avec ton idée un peu aussi rebelle, tu t'es dit: «Allez, tant pis, tu veux pas m'écouter, je me débrouille». Je pense Ouais. que c'est un peu comme ça que ça C'est s'est passé dans exactement ta ça. tête et tu t'es dit: «Je me lance». Ah, félicitations à toi, bravo. Bravo pour ce projet. En tout cas, c'est vraiment félicitations, c'est vraiment un Merci. un très, très beau projet. On partagera aussi, les liens dans la description. Tu as également aussi, cofondé, bah, NFT Factory. Encore une autre corde à ton arc. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le projet derrière ça? Comment tu en es venu? Alors tu t'es dit que là, tu avais déjà Brouhaus, donc tu avais déjà démarré des choses, mais on est venu, on t'a contacté pour ça. Comment ça s'est passé pour que tu lances aussi cette idée qui est là pour, mélanger un petit peu, bah, les différents styles de vie, quoi? On sait que NFT, c'est un Alors, autre métier. on est beaucoup de cofondateurs, donc c'est pas Ouais, l'initiative, je prends pas le crédit de l'initiative, du tout. C'était, John Carp et Jean-Michel Paillon, qui sont à l'initiative, du projet. Et OK. moi, je venais d'arriver à Paris, je rentrais un peu dans l'écosystème, Web3 à Paris. Donc je me suis retrouvée à pas mal de meet-up, de John. Et en fait, John, est venu me voir en disant: «Écoute, ça serait, j'aimerais bien, vous intégrer, Bauhaus, à la NFT Factory en tant que cofondateur». Trop Et donc bien. ça, c'était sur la première partie. Nous, on trouvait ça intéressant dans le sens où c'était, voilà, l'écosystème, c'était un écosystème qui était français, mais qui était aussi mondial. Et c'était aussi la proximité, en fait, avec toutes ces entreprises qui sont, énormes et qui ont un énorme impact, en fait, dans le monde, du Web3 aujourd'hui. Donc c'était pour nous clairement une, comment on dit ça? Pardon, un honneur, en fait, d'être, d'avoir cette proposition-là de faire partie, de la NFT Factory. Et de là, voilà, enfin, je vais pas du tout me mettre des crédits, mais voilà, du coup, on a fait un hackathon avec tout le monde pour un peu brainstormer sur ce qui allait être Trop fait. bien. Et ensuite, bah, le lieu a été ouvert et là, maintenant, je peux l'annoncer, mais le lieu ferme ses portes, demain. Pas D'accord. juste le lieu, devant Beaubourg. Donc la NFT Factory, c'est un espace, physique, à Paris qui est dédié à la démocratisation des NFT et du monde du Web3. Donc avec, des expositions, d'art digital, des meet-up, des conférences autour, du Web3. Il y a aussi un espace de shop, coworking à l'étage, avec des formations pour les entreprises. Et malheureusement, bah, là, on va fermer juste les lieux devant Beaubourg pour, se focaliser sur faire des pop-up et pour la réouverture d'un nouveau lieu en 2025. Donc on n'est pas, voilà, donc on continue, la journée, OK.
Bah, incroyable, incroyable. Bah, bravo, bravo pour ça. Qu'est-ce que toi toi qui est déjà dans l'écosystème Web3 depuis un petit moment, qui a vu passer différents projets, qui a fondé ou cofondé différents projets, qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle de l'écosystème Web3? Qu'est-ce que tu penses de son évolution par rapport à là où tu l'as vu venir? Comment tu vois sa croissance et comment tu le visionnes le futur du Web3, toi qui est dans l'écosystème? Est-ce que tu penses qu'il est à sa place? Est-ce que tu penses qu'il doit encore progresser? Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision par rapport à, à la vie actuelle dans le Web3? Moi, je pense que, alors, il est à sa place dans le temps de la chronologie, on va dire. Ça, je pense qu'il est très bien à sa place là où il est. Et il a évolué d'une certaine manière où, là, aujourd'hui, avec le boom du IA, je pense que ça va être très utile d'avoir cet écosystème blockchain qui va venir, en fait, réguler tout ça. Ouais, Donc sécuriser pas mal de déjà, choses. à l'époque aussi, même nous, sur les œuvres, la vente des œuvres, c'est super intéressant, en fait, de pouvoir, en fait, finalement vendre des œuvres avec la traçabilité. Donc, je pense que, voilà, il y a du travail. Je pense qu'il y a du travail surtout sur l'éducation. Pas que, en fait, les gens sont. Moi, quand je dis que je travaille dans la blockchain, les gens comprennent pas. Je dis c'est de la crypto. Et là, les gens sont là, ah ouais, crypto, Bitcoin. Et je suis genre, non, mais voilà. Donc, en fait, tu connais la crypto, tu as sûrement des cryptos, mais tu sais même pas que les cryptos, elles sont sur la blockchain. Donc, il y a totalement un. Ouais, après, moi, on vient me voir pour me dire dans quelle crypto je dois investir. Je suis là, je fais pas de la trading de crypto. Moi, je fais du concept sur Ouais, la blockchain. Je fais de l'art numérique. C'est pas, voilà, rien j'ai à de la voir. crypto parce que j'en ai besoin, mais c'est rien à voir. Donc, je pense que, ouais, il y a tout un, et il y a tout un truc à faire là-dessus. Et Il y les a gens un sont éveil, encore une très, éducation. ouais, je pense que l'écosystème en lui-même, il est très bien parce qu'il y a toujours encore aussi aujourd'hui une entraide. Euh, Là, en ce moment, je participe à un cours qui s'appelle Shifi, qui est genre réservé que pour des femmes sur la finance décentralisée. On est Incroyable. 300 femmes sur un Zoom 2 fois par semaine pendant 1 heure et demie. 300 femmes dans le monde entier qui sont en train d'apprendre sur la finance décentralisée. Wow. Mais donc, c'est assez impressionnant de voir, je crois que ça, c'est leur 10e édition, mais de voir en fait, voilà, qu'il y a des gens qui rentrent dans cet écosystème-là. Je pense qu'il y a encore un truc d'éducation, que ça vienne du monde des gens qui sont déjà dans l'écosystème, ou aussi des régulations. En fait, je pense que les régulations, les lois, euh, on va avoir un grand enjeu là-dedans euh, à, à long terme, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, tu as raison. L'éducation, à mon avis, ça va être quelque chose de très important dans le futur. Ça l'est déjà à l'heure actuelle, mais ça va continuer de l'être parce que plus il va y avoir de nouveaux entrants bah, dans l'écosystème, il va falloir avoir de plus en plus de gens qui apprennent, qui se développent, qui expliquent aux gens ce qu'il se passe. Quand tu expliques, et ça c'est quelque chose qu'on a vu mille fois, aux gens, bah, c'est quoi le Web3 et que tu dis, bah oui, c'est la crypto, ah ok, c'est le Bitcoin, ah ok, donc tu connais les cryptos, bah non, je suis dans le Web3, mais je ne fais pas forcément des cryptos. Et même si je ne sais pas parce que je suis sur la blockchain que j'échange des crypto-monnaies ou des actifs volatiles ou des actifs risqués ou des choses un petit peu risquées ou différentes. C'est vraiment, voilà, on peut faire différentes choses sur l'écosystème. Typiquement, des jolis NFT, on peut faire, bah voilà, on peut vendre des produits, mettre des certificats d'authenticité sur des tableaux. Enfin, vraiment, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc, il va falloir vraiment beaucoup de temps pour que les gens s'en rendent compte et peut-être qu'il y ait de moins en moins cette partie technologie qui puisse apparaître. Parce que si la partie technologique se cache, les gens vont pouvoir peut-être plus l'utiliser. Au jour d'aujourd'hui, on est plusieurs à utiliser Internet sans savoir bah, c'est quoi Internet, comment ça se développe, C'est c'est quoi ça. un protocole, etc. Et on l'utilise, on est très content de l'utiliser. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça avant. Mais ouais, c'est super, super intéressant. En tout cas, félicitations, Et tu vois, je pense félicitations. que sur Internet, pour moi, ça me paraît la chose la plus normale, en fait, qu'on continue sur en fait, quand on ne pouvait pas partager nos informations avec d'autres personnes aujourd'hui, là, je donne l'exemple de Instagram. Tu mets ta photo sur Instagram, moi, je prends un screenshot, je me l'approprie. On va jamais pouvoir savoir si oui ou non c'est à moi ou pas. Et donc, je Totalement. pense que là, aujourd'hui, avec tout ce qui est les données, les données personnelles, les données publiques, les échanges, c'est super important qu'on ait ce côté de traçabilité d'information euh, pour tout ça. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant et passionnant dans l'écosystème et dans tout le Tellement. développement qui est en train de se faire là-dessus, quoi.
Ah non, c'est sûr, c'est pas forcément quelque chose qu'on remarque, tout le temps, mais ça va prendre du temps. C'est pas facile, hein, c'est pas facile pour beaucoup de gens, mais ça va prendre du temps et il y a toute une partie, qui va changer dans les prochaines années. Ça commence déjà, il y a de plus en plus et d'acteurs et de gens qui comprennent. Il y a aussi de plus en plus de gros acteurs. C'est-à-dire qu'avant, c'était plein de petites sociétés qui s'y mettaient, qui se lançaient. Et maintenant, il y a de plus en plus de gros acteurs. Il y a des banques, il y a des gros fonds d'investissement, il y a des grosses sociétés. Tu parlais avant de Kenzo, tu parlais de Nike, Jordan, PSG. Enfin, ça, c'est des grosses institutions. Alors, c'est souvent des institutions qui sont en avance, mais c'est quand même des institutions qui commencent à s'y mettre et qui permettent à beaucoup, beaucoup de gens d'arriver dans ce nouveau écosystème et de se rendre compte de se dire, OK, mais waouh, bah, si eux, ils y sont, bah, c'est que c'est peut-être pas si mal que ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu parlais blockchain, ça, les gens disaient crypto, donc crypto arnaque. OK. Et comme il n'y a pas que ça, et il y a surtout beaucoup de choses qui ne sont pas ça, bah, le fait qu'il y ait des gros acteurs qui s'y mettent, ça aide aussi les gens à s'ouvrir et à se dire, OK, bah, s'il y a d'autres sociétés qui l'ont fait, pourquoi pas moi? Parce que c'est sûrement une bonne chose. Ouais, et je Donc, pense qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, les sociétés, c'est une chose, mais si les sociétés elles rentrent dans l'écosystème et que derrière, leurs consommateurs, ils ne suivent pas, ou que ça abîme en fait aussi l'entreprise, sa réputation, on va dire. Mais là, je pense que totalement. là, aujourd'hui, la différence et l'accélération qu'on va voir, je pense, c'est via le IA. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur le IA et c'est quelque chose qui voilà, on a entendu parler il y a 3 4 ans des nouvelles lois qui vont passer sur tout ce qui est la crypto et les blockchains et machin. C'est encore enfin voilà, ça bouge, mais ça bouge pas flagrant. Mais là, parce que c'est pas mainstream, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde utilise. Aujourd'hui, le mainstream, c'est que pratiquement tout le monde, je sais pas, hein, mais voilà, je sais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui utilisent l'intelligence artificielle et aujourd'hui, c'est de la donnée, c'est de l'appropriation de données qui n'appartiennent pas à ces prompts, qui n'appartiennent pas à ces entreprises, qui vont aller les chercher Totalement. sur des open source en ligne pour faire de la enfin, pour faire des choses qui sont commerciales, donc à but de monétaire. Et aujourd'hui, je pense que là où on va avoir un gros Swift avec la blockchain, c'est la traçabilité de ces données C'est vrai. qui vont être mis dans l'IA pour qu'en fait ces créateurs de contenus originaux puissent être directement rewardés sur le fait que leur contenu a été utilisé via de l'IA. Et donc ça, je pense que c'est OK. quelque chose qui va être assez, je sais pas, j'espère en tout cas, moi c'est ce que je pense, ce serait une bonne utilisation de la blockchain pour voilà, tracer ces... Et là, ça sera plus mainstream, je pense, tout le monde, chaque créateur va vouloir être participant parce que chaque créateur n'a pas envie forcément qu'on aille voler son contenu sans le savoir. Et en fait, à la fin de la journée, quand on regarde le contenu, on ne voit pas que c'est les 150 différentes images qui ont été volées pour créer ce unique contenu. On ne voit pas que c'est ton contenu qui a été volé, mais il a affecté la création de ce nouveau contenu, quoi. C'est clair, c'est clair. Très intéressant ce que tu dis. C'est très, très intéressant. Justement, on parle un petit peu de cette partie NFT. Le NFT est de plus en plus lié au métaverse pour X raisons et des très, très bonnes choses. On sait que toi aussi, tu as un métaverse, que tu développes aussi beaucoup de choses, que tu es aussi dans la réalité mixte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toute cette partie-là? Parce que bon, le monde de l'art, dans tous les cas, est en train de se développer avec tout cet écosystème NFT, métaverse qui sont en train de se faire, la réalité mixte. On sait que tu as aussi une société, New Society, hein, qui travaille aussi dans la réalité mixte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer et cette intersection qu'il y a entre monde réel, monde un petit peu virtuel avec le métaverse? Qu'est-ce qui est en train de se développer dans cette partie-là? Bah, je pense que en fait, à partir du moment où il y avait le Covid, les gens ont commencé à être beaucoup plus remote. Au bout d'un C'est moment, vrai. voilà, être devant son ordinateur, voir sa tête et voir la tête des autres personnes avec qui on est, c'est quelque chose qu'on a tous déjà. Enfin, je sais pas, mais on est en train de faire tout ça beaucoup plus qu'on aurait fait ça il y a 5 6 ans. Euh, et donc, c'est un peu aussi comment est-ce qu'on peut enfin, changer la manière dont on interagit à distance. Je pense que et c'est horrible, hein, mais je pense que le développement des mondes parallèles, ça touche énormément les jeunes, parce que les jeunes sont isolés, les jeunes sont constamment sur leur téléphone et constamment en vie de nouvelles technologies. Donc en fait, un jeune aujourd'hui de 3 ans qui arrive à débloquer un iPhone et à savoir comment naviguer vite fait sur l'iPhone, cet enfant-là, Ouais. quand il aura 20 ans, c'est pas un iPhone qui va le faire kiffer. Donc en fait, c'est des nouvelles technologies qui vont devoir s'imprégner de comment est-ce qu'on va pouvoir
interagir en fait dans ce monde virtuel dans lequel on vit. Un facteur aussi, je pense que c'est l'écologie. Donc le fait Ouais, de vouloir moins se déplacer, mais d'être plus présentiel sans être présentiel dans des mondes virtuels. Donc que ça soit sur des conférences qui sont en ligne. Moi, j'ai fait un stand-up sur une métaverse, c'était assez bizarre. Enfin, je parlais toute seule devant mon ordi à faire des blagues. Donc ça marche pas pour tout. Moi, j'ai trouvé ça très chelou. ouais, Mais voilà. Donc, pour des meetings, par exemple, là sur notre métaverse, donc on a des œuvres d'artistes qu'on vend. Et on a fait, il y avait un meet-up avec la NFT Factory avec tous les fondateurs. Et donc, j'ai proposé, j'ai dit, bah, comme il y en a plein qui sont pas présents à Paris aujourd'hui, enfin, pour ce meeting, on peut tous se retrouver dans la métaverse. Donc, pour nous, c'était plus sympa. On avait le Zoom, on voyait John qui parlait et nous, on était entre nous à faire de la danse et des trucs comme ça. Donc, c'était, voilà, on pouvait cool. être semi-présent avec d'autres personnes, d'autres cofondateurs sans être là-dessus. On a organisé des conférences aussi dans notre métaverse. Donc, je pense que c'est ça l'idéologie. On voit aujourd'hui avec les casques VR, c'est ça aussi, c'est être dans des mondes parallèles, pas parce que le monde d'aujourd'hui ne nous convient pas, mais c'est explorer en fait d'autres possibilités de connexion et Ouais. d'interaction avec des gens un peu partout dans le monde, quoi. Et pour une simple et bonne raison que ton objectif, c'est aussi d'augmenter l'expérience client et que justement les clients aient de plus en plus de valeur à leurs yeux, de plus en plus d'opportunités. Tu parlais des jeunes justement qui ont besoin de plus en plus de choses qui sont encore différentes d'une certaine époque et c'est très intéressant. Tu parlais juste avant du stand-up devant l'ordinateur. Oui, effectivement, ça doit pas être facile. On sait que tu fais un peu de stand-up aussi. Effectivement, voilà, ça continue encore à allonger la liste des choses que tu fais. Comment ça se passe cette partie stand-up? Comment tu arrives à faire ça en même temps que tu fais le reste? Enfin, la taille du planning, j'imagine même pas comment il est organisé. Comment tu arrives à faire tout ça et comment tu te sens quand tu fais ça? Parce qu'il faut avoir vraiment. Bon, l'avantage, c'est que tu as de l'énergie, tu es hyper active, tu as la partie un peu rebelle, on en a parlé, donc du coup, tu dois vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses, mais comment tu fais pour tout faire? Bah, alors, le stand-up, c'était un peu un de mes péchés mignons. C'était quelque chose que Ah ouais? je voulais beaucoup faire. Et je m'étais inscrite dans un truc de stand-up à New York et j'étais super excitée. C'était la première fois que j'allais faire ça. Et boum, le Covid est tombé. C'était pareil pour mon permis. Je me suis inscrite, j'allais avoir ma première classe et boum, c'est Mais tombé. Je me suis dit, non. bon, c'est des choses que je vais pas faire. Du coup, le permis, ça, on m'a annoncé qu'il fallait pas que je le fasse. Et le stand-up, voilà, donc j'ai pas pu faire ça. Et en fait, j'ai rencontré Léo qui a créé le Crypto Comedy Club. Ouais. Donc, je suis allée voir le Crypto Comedy Club et je suis allée lui parler. Je fais que ça m'intéresse et je suis dans l'écosystème aussi. Il m'a dit, écoute, je t'invite à la prochaine scène qu'on fait. Je t'invite pour parler et il y aura toi et un autre mec et ensuite on sera trois et vous serez sur la stage pour la première fois, vous trois. Donc moi, en maxi stress, et donc ça s'appelle le Crypto Comedy Club. Donc voilà, je base mes blagues, mon sketch sur être une femme célibataire qui est dans le monde du Web 3. Et en plus, j'avais à l'époque, pendant 6 mois, je me suis tapé une très très grosse conjonctivite sur mes 2 yeux, donc je ressemblais vraiment à un alien, pas Ah, possible. Donc ouais, je faisais des conférences avec des lunettes de soleil, stand-up avec des lunettes de soleil. Enfin, ouais, c'était un peu n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai fait ma première scène. J'ai gagné à l'applaudissement à la bravo. fin avec les deux autres, j'ai gagné. Donc ça m'a donné un peu Incroyable. de courage et d'envie de continuer. Et ensuite, bah, j'ai continué avec Léo sur d'autres scènes. Donc on a fait pour THTC en anglais avec Pernod Ricard. Ensuite, on en a fait une sur la métaverse, on en a fait une à la NFT Factory. Donc tout était tout le temps sur la crypto. Et du coup, c'était bien parce que ça m'a fait rentrer dans le stand-up. Mais maintenant, bah, à perte de temps, bah, donc c'est pour ça que je suis à Athènes. On va essayer de réécrire des choses. J'ai je réfléchis trop à des blagues sur la crypto. Et donc, j'aimerais bien sortir de ça et d'écrire des sketchs qui sont pas en rapport avec la crypto pour pouvoir, du coup, essayer de voir si j'arrive à faire rire des gens qui s'y connaissent rien à cet écosystème-là. Donc, c'est dans la roadmap de cette année, mais voilà, quand, je sais pas. Et après, comment et où, ça encore moins.
Mais c'est bien, bah, bravo, moi ça montre que tu as envie de faire encore plein de choses. Félicitations et donc du coup, tu voudrais arrêter la partie crypto, mais du coup, tu resterais quand même dans la partie Web3, hein? Ça serait quand même du sketch sur la partie Web3? Alors Pas moi, c'était forcément? Web3, ça s'appelle Crypto Comedy Club, mais moi je parlais pas de crypto, je parlais vraiment, de Web3 OK, en globalité. Hem, mais là, ça serait complètement de faire trop un bien. sketch qui est pas du tout, relié à aucun de cet écosystème-là. Voilà, relié à juste des choses de la vie, de tous les jours, de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Waouh! Et bah, que je croise les doigts pour toi, hein. Félicitations pour ça aussi. Encore une nouvelle une nouvelle corde à ton arc et encore un nouvel objectif pour 2024, donc bah, force à toi. Est-ce qu'il y en a des endroits où tu peux produire ou plutôt, te mettre en avant, par exemple à Athènes? Ou c'est difficile, J'ai faut que tu vu rentres qu'il y en France à avait, ce moment-là? j'ai vu qu'il y avait il y a un stand-up en anglais, donc je vais essayer d'aller voir déjà un premier spectacle et voir un peu c'est quoi la vibe, c'est qui les gens qui aussi, sont là. Et Ouais, le puis surtout, public. je vais apprendre le grec et comme ça, je vais peut-être pouvoir faire du stand-up en grec. On va voir, ça va prendre plus de temps. Je vise plutôt 2025, même 2026 pour ça, mais Ouais, parce que le grec, ça doit pas être la langue la plus facile, à non, apprendre à mon avis. ouais, Je sais pas pas du tout. ce que tu bon, au moins, ça te permet aussi de t'entraîner parce qu'on sait aussi que tu es conférencière. Donc, c'est-à-dire que tu fais aussi pas mal de conférences. Alors, tu en fais en ligne, tu fais des podcasts, et tu fais aussi sûrement des events, peut-être maintenant un petit peu moins depuis que tu t'es un petit peu, expatrié, mais ça doit aussi t'entraîner à pouvoir justement faire des conférences devant un public, expliquer ce que tu fais. Est-ce que ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise, peut-être moins stressé? Comment tu te sens, je ne sais pas si tu es plutôt extraverti ou introverti, comment tu te sens quand tu fais ce genre de show aussi? Parce qu'une conférence, c'est un show. Ouais, je pense qu'on a tous, je voyais un de mes potes qui fait pas mal de conférences, qui s'est filmé avant de rentrer, dans sa conférence et disait: «Il y a toujours un peu un stress, en fait, un peu un sorte de pas A d'anxiété, mais priori. de ouais, on est un peu toujours, OK, on va sur la scène, là, c'est parti». Là, Le je rôle de donne, une conférence la semaine prochaine à Barcelone avec mon associé et là, c'est la première fois qu'on nous a donné 50 minutes. Donc là, notre sujet, c'est OK, waouh! pendant 50 minutes, il faut qu'on entretienne les gens, il faut que ce qu'on raconte, ça soit intéressant. Faut que, voilà, il y ait une sorte d'émotion et que ça soit pas juste, nous qui parlons et qui montrons nos projets et qui expliquons derrière. Donc voilà, on est en pleine réflexion en ce moment là sur, on va dire quoi, on fait quoi. Mais oui, non, donner des conférences, là, je me suis challengée, j'ai été invitée par un festival à Chypre, l'année dernière et elle m'a demandé: «Est-ce que tu peux parler de toi et ce que tu fais?» J'ai dit: «Écoute, j'aimerais bien parler de l'utilisation de la blockchain, pour, les charités et pour lever de l'argent en en pour des causes, en fait», Des fondations, ouais. qui ouais, qui était un sujet que je connaissais, mais que je connaissais pas, fullement. Donc et parce que je me suis dit: «Bah, en disant que dans 3 mois, je fais cette conférence-là, va falloir que je sois calée à fond sur ce sujet-là». Donc petite bulle, de recherche, sur, tous ces trucs-là. Donc ça, j'aime bien, me challenger un peu là-dessus et tu arrives un peu, voilà, sur une stage, donc là, c'est un peu moins stressant parce que les gens qui étaient, sur place, à part mon mec à l'époque, je connaissais personne. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est pas comme si j'étais à NFT Paris, que je faisais une conférence et que tu avais un bon quart des personnes que je connaissais et que, bah, je peux pas me griller, en fait. Là, ça doit être bien fait et donc ouais. Incroyable. Ça doit être, ouais, ça doit être intéressant de pouvoir faire des conférences dans différents pays, dans différentes langues, avec des publics aussi complètement différents parce que dans chaque pays, bah, les gens, ils ont une coutume, une façon de voir les choses.
Là, en général, une conférence, c'est court. Là, tu parlais d'une conférence qui va jusqu'à 50 minutes. Donc, c'est un vrai métier. Bon, vous êtes deux, il va falloir vous faire des passes et tout, vous organiser, ça va être super intéressant. Ouais. C'est une conférence qui va être en anglais, en espagnol, en français? Ouais, en anglais, non, non, en anglais, En anglais? espagnol, je connais pas du tout. En anglais, c'est Off Festival, c'est un festival sur l'art numérique et le design, la pub, Trop bien. etc. Donc ouais, ça va être assez intense. Ah, cool. Et c'est à quelle date, du coup, tu disais? C'est là le 4, 5, 6 avril, Ok, ouais, donc c'est effectivement maintenant. la Ok, semaine prochaine. d'accord. Ouais. Ok, bon, bah, trop bien. Bah, écoute, on croise les doigts pour toi. J'imagine que ça va bien se passer. Et en plus, ça sera l'occasion bah, d'aller découvrir un nouveau public et de continuer à faire. Et quand tu fais comme ça un show en mode conférence, est-ce que tu mets aussi une petite branche d'humour ou tu allies un petit peu les deux avec ce que tu fais pour le stand-up ou tu restes focus sur ton secteur d'activité ou tu as quand même tendance un peu à dévier Ça dépend. Ça dépend un peu Ouais, ça de dépend le comment public. on se sent. Je sais qu'on a fait on était à NFC, donc la Non-Fungible Conference à Lisbonne, et on a fait du coup une conférence avec mon associé. Et il s'avère j'étais en tout cas en très très grosse gueule de bois. Et il y avait ma petite sœur et une de ses meilleures potes Oh. qui était là aussi, avec qui on dormait dans l'appart. Et au bout d'un moment, je disais, mais j'en veux plus, il faut que j'aille faire une sieste. Et c'est ma sœur qui vient de me réveiller en me disant, vous n'avez pas votre conférence là dans 30 minutes? Je dis, non, si, il faut qu'on y aille. Et donc là, on a un peu basé toute la conférence qui était, je pense, 20 minutes. On devait parler de nos projets, de nous. Et on l'a vraiment basé sur un ton d'humour, en faisant comme si on était jet lag, parce que, bah voilà, on n'était pas du tout au top de notre forme. Et donc, ma sœur aussi aidait avec ça. C'est quoi les LFT? Donc, voilà, c'était un peu basé sur l'humour. Ça dépend totalement des clients avec qui on est. Il y a des moments où pas du tout. Enfin, ça va être le plus sérieux possible. Quand on est invité aussi sur des panels, on est invité avec des gens voilà, qui sont beaucoup plus, qui sont professionnels. Donc on reste Corporate. professionnel. Voilà, Ok. corporate. Donc on reste un peu sur un côté corporate. Ouais. Donc ouais, c'est pas tout le temps dans l'humour, quoi. C'est pas non, bah, c'est sûr, mais au moins ça permet peut-être aussi, quand on a un public un petit peu corporate, du coup un petit peu parfois coincé, une touche d'humour ça fait pas de mal parce que ça permet aussi d'ouvrir les gens et certains publics, je sais pas si tu fais de l'humour dans certains pays, il y en a qui sont très fermés, on a du mal à les faire rire. Bon, bah, là au moins, le fait peut-être et ça permet aussi de faire apprendre des choses à des gens d'une manière différente. L'humour, je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors moi je fais pas de stand-up, j'ai pas le même niveau que toi là-dessus, mais je sais que quand tu parles avec quelqu'un et que des fois tu rajoutes de l'humour, bah, ça permet de faire passer des sentiments, permet de faire baisser la pression à quelqu'un, ça permet même de faire passer une idée négative à quelqu'un, mais en le faisant avec le sourire ou avec l'humour. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ça t'est venu comme ça ou tu l'as travaillé, tu as fait des cours d'impro, tu as fait du théâtre? Non, c'est naturel. Non, bah, en fait, j'ai un peu une vie. En fait, il y a beaucoup de temps où les gens me disent, quand je raconte, je sais pas, mon week-end ou ce qui m'est arrivé, les gens me disent, mais il n'y a qu'à toi que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, déjà, dans ma vie de tous les jours, il m'arrive des choses qui n'arrivent qu'à moi. Et ensuite, quand je le raconte à des amis, voilà, ils sont toujours très drôles. Enfin, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, donc dès que j'appelle des potes pour avoir des nouvelles, ils sont là, ouais, ouais, mais vas-y, raconte, c'est passé quoi, t'as eu quoi là, c'est quoi les galères? Et donc c'est toujours voilà un peu. Et donc je me suis dit voilà de jouer un peu avec ça. Euh, et donc je voulais un peu voilà essayer de comprendre. Bah, là où je m'étais inscrite à New York, c'était un peu des sortes de cours euh, de stand-up, mais du coup je l'ai pas fait. Et donc c'était intéressant de le faire pour la première fois sur le tas. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, il faut y aller. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, bah, ça marche pas. Et puis c'est pas grave, on aura essayé au moins. Et le plus Ouais, important, c'est c'est clair. d'essayer. Totalement. Bah ouais, bravo à toi, bravo pour ce que tu fais. Effectivement, n'hésitez pas bah, d'essayer, de tester, de prendre des risques, de lancer des choses. Si vous avez écouté le podcast de Justine complètement avec nous et que vous avez vu tout ce qu'elle a fait, bah, vous avez pu voir la totalité des risques qu'elle a pris, pardon, des challenges qu'elle a fait, des sociétés qu'elle a créées et tout ça dans un délai très court. Donc vraiment un grand bravo à toi. On arrive gentiment bah, à la fin du podcast.
Et on a tendance à donner la parole à la fin du podcast à notre invité pour rajouter une petite chose. Alors, ça peut être tout simplement une anecdote, ça peut être tout simplement partager une conviction, ça peut être tout simplement prendre un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu veux partager, peut-être informer d'une nouveauté qui va se faire dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines et que tu veux nous donner en exclusivité sur la chaîne. Ta carte blanche, ça peut prendre 1 minute comme ça prend 10 minutes. Tu peux partir sur une impro stand-up devant la caméra, ça peut marcher. Donc voilà, on te laisse carte blanche et on t'écoute. Non, bah, je vais mentionner un projet qu'on va sortir là avec Sandbox et DressX et Trop Ben cool. Builders qui va sortir dans le courant mi-avril, qui va être un jeu sur la mode. On fait un drop NFT avec un mix média, donc avec une œuvre. Enfin, il y a trois œuvres différentes qui sont faites par nos artistes avec de la fashion 3D, qui est connectée avec du coup le wearable de DressX et aussi avec du coup ton voxel dans Sandbox, avec pas mal de quests dans Sandbox sur un peu l'éducation aussi de la fast fashion. Et donc, l'idée de ce projet-là, c'est un peu d'apprendre aux marques de changer leur circuit et de partir sur la sortie en fait d'une campagne numérique avec implémenter différentes plateformes, différentes gamifications pour voir en fait comment leurs consommateurs réagissent avant de produire du coup le vêtement en physique. Donc ça, c'est voilà, pour la sortie du projet. Et sinon, comme message, je dirais que bah, il faut y aller et que voilà, il faut faire des choses pour voir ce qui marche pas, pour voir ce qui nous intéresse. Je pense qu'il ne faut pas créer Totalement. un business pour créer un business. Enfin, on a tous besoin de manger, mais voilà, en tout cas, c'est de créer quelque chose qui qui nous donne passion et qu'on est content de se réveiller le matin pour y aller et pour aller travailler. Euh, et donc ça, je le souhaite à tout le monde qui nous écoute. Vous trouvez votre passion et ce qui vous donne envie de vous réveiller, de sortir du lit le matin. Ça peut être un projet, une entreprise, un mec, une meuf. Voilà, de trouver cette. Plein de choses. Incroyable. Bah, merci pour ton partage, Justine. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Plein de projets, plein d'idées, plein de joie, que du bonheur. Enfin, c'est vraiment incroyable de t'écouter et d'avoir fait ce podcast avec toi. C'était vraiment, vraiment cool. Un très, très bon podcast. Et je pense que les auditeurs ont apprécié le podcast et toutes les informations que tu as partagées. Vraiment bravo pour ce que tu fais. Force à toi pour continuer avec tes idées, avec tes challenges, avec tout ce que tu fais, ta vie aussi que tu dis voilà, pleine de challenges où tu n'as que des problèmes et il n'y a qu'à toi que ça arrive. Bah voilà, bon, force à toi pour ça. Je touche du bois pour que ça soit plus simple et que ça soit moins de challenges. Et sûrement la vie fait qu'elle veut donner à toi les challenges parce que tu sais tout simplement te comporter face à ça et de les battre et les abattre, etc. Donc vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Force à toi pour le futur. Bah, merci beaucoup, merci Jean de m'avoir eu et merci à tous les auditeurs qui sont encore là de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et à très vite sur la chaîne Token Talkers.